Cette technique de liste en intention est très utile, mais elle l'est encore plus à cause d'une nouvelle fonctionnalité que nous n'avons pas encore vue qui s'appelle les générateurs. Jusqu'ici, nous avons créé uniquement des petites listes d'objets, une dizaine voire une centaine d'éléments, mais votre ordinateur peut en gérer beaucoup plus. Néanmoins, quand vous commencez à créer des listes de millions d'objets, cela commence à prendre beaucoup de place en mémoire, et votre ordinateur a un nombre limité de mémoire. Actuellement, les ordinateurs portables ont entre 4 et 8 Go de mémoire, les serveurs peuvent monter jusqu'à 32 et 64 Go de mémoire. Néanmoins, vous avez toujours une limite maximale. D'autant plus que votre programme partage cette mémoire avec tous les autres programmes de l'ordinateur. Et quand il n'y a plus de mémoire disponible, un ordinateur ralentit énormément jusqu'à saturation. Il faut donc faire attention à la consommation de mémoire de son programme. Une des manières de faire attention à la consommation mémoire de son programme est d'utiliser des générateurs. En effet, si je crée des carrés avec ma liste en intention, et que je crée des carrés pour tous les nombres pairs de 0 à 10 000. Cela fait beaucoup de chiffres. Plus je vais augmenter, plus cela va prendre du temps à Python pour les générer, et plus cela va prendre de mémoire. Vous avez vu qu'ici, il y avait déjà une petite fraction de seconde avant l'apparition. Si je rajoute un 0, nous allons avoir Python qui va prendre beaucoup plus de temps qu'avant pour pouvoir le générer. Ici, quelques secondes. Et si je rajoutais encore un 0, nous aurions encore plus de temps pour pouvoir le générer. C'est parce que Python est obligé de créer tous les chiffres, de créer la liste, de remplir cette liste, ensuite de l'afficher. Cela prend beaucoup de temps, surtout si je ne souhaite que faire afficher ces nombres et qu'après je ne compte rien faire de la liste comme ici. Une possibilité, mettons que je stocke la liste dans L. J'ai une liste qui contient tout de même quelques 5 millions d'éléments. Ce n'est pas négligeable. Si je souhaite la parcourir, pour pouvoir l'afficher, je peux évidemment faire toujours for x in L et print x. Mais si c'est la seule chose que je souhaite faire, avoir stocké tous ces éléments en mémoire n'est pas très utile. Je peux utiliser un générateur pour éviter ce problème. Une expression génératrice va créer un générateur. Les expressions génératrices ressemblent aux listes en intention, mais elles utilisent une syntaxe à base de paramètres. Dans G, au lieu d'avoir une liste comme nous avons dans L, nous avons un type générateur. Le type générateur n'affiche absolument rien et ne pèse quasiment rien en mémoire. En vérité, quand vous avez fait ça, toute votre génération de nombres n'a jamais eu lieu. Pour pouvoir activer un générateur, il faut commencer à le lire. C'est-à-dire qu'il faut commencer à appeler la fonction next dessus. Quand on commence à appeler la fonction next sur son générateur, il vous donne la première valeur qu'il aurait créée s'il avait été en train de faire une liste. Puis il oublie complètement cette valeur, il ne la sauvegarde pas en mémoire. Quand vous appelez next à nouveau, il vous donne la valeur suivante qu'aurait créée cette version si on avait utilisé une liste en intention. Mais uniquement la valeur suivante, pas celle d'après et pas celle d'avant. Et ainsi de suite, il va générer les valeurs une à une. Donc vous pouvez imaginer qu'un générateur ressemble à peu de choses près à la même chose qu'une fonction. Néanmoins, au lieu d'avoir une valeur de retour sur le tapis roulant comme on l'avait précédemment, on a une espèce de manette à droite, et à chaque fois qu'on appuie sur la manette, nous avons une nouvelle valeur qui sort par le tapis. Mais tant qu'on n'appuie pas sur la manette, aucune valeur ne sort par le tapis. Les générateurs sont itérables. Cela signifie qu'on peut faire une boucle for dessus. En vérité, quand on fait une boucle for sur son générateur, on l'active, car sous le capot, c'est la manière dont fonctionne for. For ne fait qu'appeler next sur tous les itérables. Nous obtenons donc le même résultat que la fonction précédente, mais une différence majeure est que derrière, ces chiffres ne sont pas tous chargés en mémoire en même temps. Un seul de ces chiffres est chargé, puis il est affiché, puis oublié, puis un nouveau chiffre est chargé, puis affiché, puis oublié, et ainsi de suite, jusqu'à ce que notre générateur soit vidé. Je dis vidé parce que les générateurs ne peuvent être lus qu'une seule fois. Une fois que le générateur a été créé, quand vous êtes arrivé au bout, le générateur ne peut plus être lu à nouveau. Une fois que nous avons appelé la méthode next au maximum dessus qu'il n'y a plus d'éléments à produire, un générateur va lever une exception que l'on appelle stop itération. Voyons un peu à quoi cela ressemble. Je prends G,
j'appelle liste dessus qui va le consommer intégralement. J'ai maintenant consommé. Si je veux faire next dessus, j'obtiens une erreur, stop itération, qui me dit que je ne peux plus obtenir d'autres éléments. La boucle for gère nativement stop itération. Si je fais for x in g et print x, la boucle for va simplement rien faire du tout, car elle sait que le générateur est vide. Les générateurs sont donc extrêmement utiles pour pouvoir gérer toutes vos données qui commencent à avoir un certain poids et dont vous ne voyez pas l'intérêt de tout charger en mémoire. Il existe plusieurs générateurs que vous avez déjà utilisés. Quand vous faites open sur un fichier, en vérité, c'est un générateur qui est retourné. Ceci ne charge pas tout le fichier en mémoire. Et il est tout à fait possible de faire next sur F et de pouvoir avoir la ligne suivante. C'est la même chose pour range. Range n'est pas une liste. Range ne charge pas les 100 éléments en mémoire. Range est un objet spécial, et quand vous appelez la boucle for dessus, il va se passer la chose suivante. Python va appeler automatiquement iter sur range et créer un générateur. Et ensuite, Python va faire next sur le générateur et obtenir les versions les unes après les autres. Dans un code, vous n'aurez quasiment jamais besoin d'appeler next vous-même. N'essayez donc pas d'appeler next. Vous pouvez utiliser vos générateurs comme on utilise n'importe quel itérable, puisqu'on peut faire une boucle for sur tous les générateurs. Rappelez-vous simplement qu'on ne peut pas utiliser un générateur 2 fois de suite, et qu'on ne peut pas non plus utiliser sur un générateur l'indexing, puisqu'un générateur n'est pas indexable, et que l'on ne peut pas non plus déterminer la taille d'un générateur. Heureusement, on peut appliquer n'importe quelle fonction applicable à tous les itérables sur les générateurs, et donc transformer un générateur en liste ou en tuple en le passant juste à la bonne fonction. Ceci est la manière de créer des générateurs à travers une expression génératrice. Néanmoins, il existe une autre manière de créer des générateurs, une manière plus riche et plus complexe. C'est le mot-clé yield. Le mot-clé yield mélange des notions de la génération de données et des notions de la fonction. Alors, il va falloir vous concentrer un petit peu car c'est une notion un peu difficile en Python et qui demande de l'attention la première fois, car on la retrouve dans assez peu d'autres langages. Nous allons créer un générateur qui ne sert pas à grand chose. Et au lieu de mettre return, nous allons mettre yield. Et nous allons créer notre générateur. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'il y a une subtilité énorme entre une fonction ordinaire et un générateur. Quand vous mettez yield dans une fonction, Python détecte automatiquement que vous voulez créer un générateur et transforme l'intérieur de la fonction. La subtilité, c'est que quand vous faites ceci avec une fonction, vous obtenez un résultat à gauche. Quand vous faites ceci avec un générateur, le code du générateur, contrairement à celui de la fonction, n'est pas exécuté. Je vous répète que ceci ne déclenche pas ce code, contrairement à une fonction ordinaire. C'est un peu particulier et il faut s'habituer à l'idée. Quand vous faites ceci avec un générateur, Python transforme le résultat en un générateur ici, et G contient donc un objet générateur. Il faut donc appeler next sur cet objet pour pouvoir commencer à déclencher ce code. Au premier next, Python va déclencher le code qui part de là et arriver au premier yield et retourner cette valeur. Puis Python va complètement freezer cette fonction. Il va la congeler et la maintenir dans cet état en s'en souvenant quelque part dans un petit coin de sa tête. Vous êtes donc arrêté ici, au niveau de la fonction, au niveau de ce yield-ci, et la fonction est paralysée. En appelant next une seconde fois sur le générateur, vous partez de ce yield et arrivez au second. À ce moment-là, la valeur 2 est retournée et Python freeze à nouveau cette fonction. En appelant next à nouveau sur une troisième fois sur le générateur, on repart du second yield, on arrive au troisième, on retourne 3, et ensuite Python refreeze la fonction. À ce moment-là, le générateur est vide, et quand on fait next, on se retrouve avec une stop itération. On ne peut plus utiliser ce générateur. Si on veut à nouveau générer des valeurs, il faut en recréer un. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, il n'est pas nécessaire d'utiliser next vous-même. En général, on va utiliser une boucle for directement sur notre générateur.
Cette syntaxe est une syntaxe alternative parce qu'on peut écrire exactement la même chose qu'une expression génératrice, mais avec une fonction. Écrivons notre expression génératrice pour générer des carrés, mais avec une fonction. Et voilà, nous avons un générateur, et ce générateur va yielder des carrés. L'avantage d'utiliser une fonction, c'est que nous pouvons utiliser tout l'outillage qui est mis à notre disposition dans les fonctions, notamment le fait qu'on puisse passer des paramètres. Par exemple, on peut donner un point de départ et un point d'arrivée, avec des valeurs par défaut. L'avantage de cela, c'est que je peux maintenant paramétrer mes carrés et dire par exemple que je veux tous les carrés qui sont entre 5 et 40. Les générateurs sous forme de fonctions sont une fonctionnalité très avancée de Python. Vous ne l'utiliserez probablement pas tout de suite. En général, il faut commencer à avoir un peu de bouteille en Python pour pouvoir commencer à en créer des utiles. Néanmoins, quand vous commencerez à maîtriser ce concept, vous verrez que vous pourrez cacher des algorithmes très complexes dans un générateur et offrir le générateur au monde de telle sorte que des gens puissent utiliser votre algorithme complexe pour générer des données riches, simplement en utilisant une boucle for de leur côté. Cela vous permet donc de masquer quelque chose de compliqué derrière une très jolie et très simple boucle for. L'avantage supplémentaire étant évidemment que cela ne consomme pas de mémoire et que cela charge uniquement les éléments un par un. Cela ne retire pas de la flexibilité à votre code, puisque si quelqu'un veut une liste, il peut tout simplement appeler liste dessus, et si quelqu'un veut une tuple, il peut tout simplement appeler tuple dessus pour obtenir une structure de données qui lui paraît plus adaptée pour son travail.